L'inspection générale, vous le savez, s'était engagée dès l'année dernière, et avant aussi, mais dès l'année dernière dans cet événement, aussi parce que ce colloque était la première pierre d'un très beau projet, celui de créer à Nice, enfin dans l'Académie de Nice, une cité du livre et de l'écriture, qui eût d'abord été un lieu, et nous le préfigurons ici, un pôle national d'échange entre chercheurs et pédagogues de toutes les disciplines, entre universitaires et praticiens, entre acteurs du monde scientifique et professionnels du livre, pour réfléchir justement aux questions qui concernent le livre et l'écrit. Ces questions prennent aujourd'hui, vous le savez, une acuité toute particulière pour l'éducation nationale, à l'heure donc du déploiement des environnements numériques de travail et des ressources pédagogiques, elles aussi numériques et numérisées, pour être précis. Et donc je forme le vœu que cette utopie qui a fait naître ce colloque, ce projet de cité idéale, pourrait-on dire, puisse dans un avenir proche être repris avec le soutien d'une collectivité et donc voir le jour, parce que pour l'école, il nous faut aussi des projets et des rêves pour que l'école avance. C'est une dimension qu'il ne faut pas occulter. En tout cas, pour l'heure, ce qui nous réunit ici, c'est, comme l'a dit Madame le recteur, le souci des élèves qui fréquentent et utilisent quotidiennement, vous en avez vu quelques-uns ici, quotidiennement des écrans mobiles ou tactiles, qui travaillent de plus en plus fréquemment sur des ordinateurs, mais des ordinateurs connectés à l'Internet et au réseau, qui ont le regard tourné en classe vers des tableaux numériques qu'on dit interactifs, cela reste à prouver, qui étudient aussi dans les manuels numériques aujourd'hui pour certains. Bref, ce qui nous intéresse, ce sont les modes de lecture sur ces objets divers, ces écrans, ces tablettes ou liseuses qui pénètrent très rapidement l'espace et les pratiques scolaires. L'histoire a montré que les révolutions technologiques sont indissociables de révolutions scientifiques, mais aussi économiques ou sociétales. Aujourd'hui, ce qui va nous occuper pendant ces 2 journées, plus particulièrement, ce sont les mutations profondes qui sont à l'œuvre dans le monde de la pédagogie. La révolution dont nous parlons concerne en effet précisément des supports et des outils qui sont des outils de communication à la fois et de diffusion des connaissances, mais aussi des outils d'écriture et de lecture, c'est-à-dire ce que l'on appelle les technologies de l'intellect. Et elle touche une des activités qui, pour être devenue une pratique culturelle, n'en reste pas moins une activité scolaire d'abord, située au fondement des compétences du socle transmises par l'école, la lecture. La lecture conçue donc à la fois comme objet de connaissance et comme moyen d'apprentissage et d'accès aux connaissances. Le sujet que vous avez choisi cette année donc pour ce séminaire, le sujet et le thème de la réflexion écran et lecture pose la question moins du point de vue de la production des écrits, comme c'était le cas l'an dernier, vous vous souvenez, que de la réception des contenus numériques. Et je vois, si je regarde la présentation du programme de vos travaux, au moins 3 volets, 3 séries de questionnements que nous allons traverser pendant ces journées. La première série, comment les élèves lisent-ils sur les écrans, sur des écrans numériques? Quelles compétences doivent-ils développer pour accéder au contenu d'information, tout en préservant leur capacité de raisonnement et leur liberté? Et quelles activités prévoir en classe pour construire ces compétences? Je vois cela comme un premier ensemble. Deuxième ensemble de questions, en quoi et comment les médias numériques déterminent-ils des modes et des pratiques de lecture et d'écriture? Surdéterminent-ils même des modes et des pratiques de lecture et d'écriture? Comment infléchissent-ils nos rapports au savoir? Comment modèlent-ils ou guident-ils, orientent-ils notre manière de penser? C'est le deuxième champ. Et la troisième série de questions porte sur les images numériques. Les images numériques qui sont aussi des objets et des supports de lecture très répandus dans l'enseignement et très utilisés, très prisés par les élèves. Donc comment les images numériques permettent-elles aux élèves de construire des connaissances et de progresser dans les apprentissages scolaires? L'imagerie scientifique, nous le verrons, mais aussi la numérisation des cartes de géographie, les représentations visuelles du son avec des musicogrammes ou spectrogrammes demain,
constituent-elles des atouts pour la perception, l'attention, la compréhension des phénomènes ou pour celle des œuvres, qu'elles soient littéraires, musicales, plastiques, poétiques même? Voilà, ces 3 séries de questions correspondent, à mon sens, aux 3 problématiques qui seront développées dans les tables rondes aujourd'hui et demain. Et dans la continuité de ces tables rondes, comme on vous l'a expliqué, il y aura des ateliers qui permettront de présenter des expériences menées en classe par les professeurs et de trouver des terrains d'application donc à nos réflexions. Parce que c'est en classe que l'on peut voir le mieux ce qui se passe, ce qui se joue et ce qu'apportent ou changent les nouveaux écrans de lecture. Des professeurs de sciences, donc, d'histoire-géographie, de documentation, d'éducation musicale vont venir témoigner de la manière dont ils se saisissent de ces nouvelles technologies pour un meilleur apprentissage ou une discrimination peut-être plus pointue de certains mécanismes, de certains phénomènes, en tout cas des éléments qu'ils veulent transmettre à leurs élèves. Je me réjouis, par exemple, et notamment de retrouver cet après-midi un membre de l'équipe de Thierry Bassineau, que vous aviez entendu l'an dernier, qui était venu faire une conférence ici, qui est professeur de psychologie cognitive des technologies numériques à Paris 8 et qui vient de l'université Sophia Antipolis, et qui est en particulier le directeur scientifique du laboratoire Lutin à la Cité des sciences et de l'industrie aujourd'hui. Donc, un membre de son équipe, Madame Drezerbib, est ici et elle mène ses recherches elle-même dans le domaine de la psychologie cognitive de la musique. Et elle va donc aborder la question du point de vue des sciences cognitives. Et il est vrai que les premières questions que l'on se pose lorsqu'on parle de lecture sur support numérique sont bien de savoir si l'attention, la concentration des élèves, leur mémorisation sont transformées et même altérées par ces changements de support. Est-ce qu'ils sont attentifs, moins attentifs quand ils lisent sur écran que lorsqu'ils lisent sur papier ou sur des livres? Est-ce qu'ils apprennent de la même manière? Vous vous souvenez peut-être de cet article qui a fait beaucoup de bruit l'an dernier de Nicolas Carr, Est-ce que Google nous rend stupides? Is Google making us stupid? Qui avait fait beaucoup de bruit. Qui nous expliquait que notre capacité d'attention était gravement altérée par la lecture sur les écrans numériques, que nos cerveaux, nos circuits neuronaux étaient en train de changer, et voilà tout à coup nos élèves menacés d'abrutissement, une fois de plus, d'appétissement, comme s'ils allaient se transformer en robots, en machines eux-mêmes. Nicolas Carr prétend lui-même que la lecture profonde, c'est le sujet de la première table ronde de cet après-midi, est devenue pour lui une épreuve. Et pire que sa capacité de réflexion a été détériorée. Je le cite, auparavant j'étais un plongeur dans une mer de mots, un plongeur dans une mer de mots, on voit la métaphore. Désormais, je fends la surface comme un pilote de jet ski. Alors, c'est une belle image pour opposer profondeur et superficialité, mais est-ce que cette image est vraiment pertinente? Je ne me risquerai pas, bien sûr, à entrer dans la polémique et je laisserai bien volontiers la parole pour cela aux chercheurs que nous avons confiés de France et de Belgique. Je salue M. Fastrez au passage pour nous éclairer sur ces points. En tout cas, je les remercie chaleureusement de nous avoir rejoints pour traiter ces questions. Nous autres littéraires sommes habitués aux querelles des anciens et des modernes et nous préférons botter en touche parfois. En tout cas, nous préférons aujourd'hui porter le débat à un autre niveau. S'il ne fait pas de doute que le numérique transforme nos manières de lire, ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences qu'il faut en tirer pour la formation des élèves et des étudiants. Et c'est bien l'enjeu, comme vous l'a dit d'ailleurs Madame le recteur, l'enjeu de ces journées. Alors, conséquences qu'il faut en tirer, je formulerai la question de la manière suivante. Quelle démarche faire adopter aux élèves pour leur apprendre à lire, tout simplement? C'est-à-dire, aujourd'hui, puisqu'il s'agit au fond d'éducation aux médias, d'une certaine manière, pour leur apprendre à repérer et à prélever l'information pertinente, celle qui fait sens, pour les aider à faire des choix, à prendre des décisions, à comprendre aussi les contextes et les environnements où s'inscrivent les textes, les contraintes de production qui ont permis à ces textes d'exister et les pouvoirs qui s'y cachent. Bref, à tracer leur chemin en profondeur vers le sens. C'est parfois un sentier bien ardu pour nous autant que pour ces élèves qu'il faut suivre si l'on veut éviter les parasitages, les courts-circuits, les glissades, pour filer les métaphores, si l'on veut continuer de naviguer, et je dirais plutôt à vue que de manière automatisée. Il faut peut-être apprendre à lire par requête,
à condition que nous soyons capables de formuler ces requêtes, mais il est parfois bien utile et agréable de savoir picorer, de savoir butiner, de savoir prendre des chemins de traverse qui semblent nous éloigner du but pour arriver au final à reconstruire une signification qui est en cohérence avec notre recherche et notre projet. Et tout cela sans être soupçonné systématiquement de perdre notre intelligence ou de l'avoir vendue au diable, mais en développant peut-être, en tout cas pour les élèves, d'autres formes d'intelligence. Et c'est peut-être cela le vrai sujet. D'autres compétences. Ces compétences, il nous reste à les définir. Monsieur Fastrez va vous en parler, mais je pense qu'on a deux types de compétences. Les anciennes qui sont déjà reconnues, la capacité d'un élève à gérer, à trier, à synthétiser. On a le B2I, on a les compétences du socle sur ce sujet-là. Donc trier, synthétiser un nombre croissant d'informations dans la perspective d'une pensée organisée, je reprends des termes du socle, et d'une argumentation. Ces compétences semblent désormais relever de quelque chose de reconnu comme nécessaire à un usage qu'on dit raisonné des outils d'information et de communication. Mais s'agissant d'autres types de capacités, moins construites celles-là, moins pensées, comme savoir lire en ligne, activer des liens hypertextes qui peuvent démultiplier le texte à l'infini, la capacité aussi de mettre en relation des informations contradictoires, et à réaliser plusieurs tâches cognitives à la fois. La capacité à explorer, à négocier et à communiquer en même temps qu'on lit. À penser à plusieurs voix aussi dans les travaux en réseau ou les activités de création collaborative comme celle que j'ai vue tout à l'heure mise en œuvre par les élèves. Toutes ces compétences-ci, elles sont apparues peu à peu dans le champ des compétences sociales, n'ont pas été, à mon sens, encore véritablement pensées dans un lien avec les contenus des disciplines que nous enseignons et avec les apprentissages scolaires. Or, il me semble que c'est bien ce champ d'études et de réflexion qui doit être développé dans les années à venir au sein de l'université et au contact des pratiques observées dans les classes. Pour ne pas trop anticiper sur ce que vont dire nos collègues, je voulais donc simplement mettre en exergue l'enjeu de notre sujet tout en nous gardant des représentations trop simplistes. Certes, les médias sont plus que des outils et tendent à surdéterminer nos manières de lire, mais inversement, la capacité adaptative de l'être humain, a fortiori celle des enfants, celle des élèves, fait qu'il a toujours su développer des stratégies et des capacités cognitives qui lui permettent de s'approprier les outils de son environnement, que cet environnement soit naturel ou technologique d'ailleurs, pour prendre la main sur le monde. Prendre la main, je trouve que c'est particulièrement pertinent avec les ordinateurs, c'est-à-dire développer à son profit toutes les potentialités, les fonctionnalités, voire les détourner, ces fonctionnalités de ces objets techniques. Ici, en un clic de souris ou d'un effleurement de doigts avec les nouveaux supports. Et lorsque j'observe aujourd'hui dans les classes la manière dont certains professeurs, avec leurs élèves, s'emparent des outils numériques pour en faire des supports d'enseignement performants et intéressants, mon optimisme revient tout à coup. Certes, on ne me fait rencontrer sans doute que d'excellents professeurs, ceux qui ont très vite repéré les enjeux et les possibilités des nouveaux supports, ceux qui ne les utilisent pas comme des gadgets, mais qui les utilisent comme des moyens de prolonger une pédagogie déjà bien efficace. Je crois cependant que ce sont ces bons enseignants, ceux qui inventent et qui innovent dans des situations nouvelles, renouvelées, qui finissent toujours par donner le ton. Pour conclure, parce que je dois laisser la parole aux philosophes, mon collègue Paul Mathias, entre ceux qui voient dans les supports numériques un danger, transformant la manière dont nos cerveaux travaillent et raisonnent, et ceux qui y voient plutôt de nouvelles perspectives s'offrant à nous dans leur façon d'impliquer le lecteur activement dans la lecture, je ne vais pas me prononcer. Ce que je vois simplement, ce que je constate, c'est que, alors qu'on nous dit que le nombre de livres lus diminue, cela reste encore à prouver, il y a toujours plus de lecteurs, plus de lecture, plus d'écriture aussi, et que l'activité lecture-écriture semble exploser avec les usages des nouvelles technologies informatiques. Nous sommes, sans nous en rendre compte, sans cesse en train de lire et d'écrire.
Mails, blogs, jeux, tweets viennent s'ajouter aux revues, aux journaux, aux livres et aux courriers personnels, sans les faire disparaître. Riche de cette abondance qui affole notre œil et notre cerveau, je suis sûre, et il le faut, que nous saurons trouver la voie d'une nouvelle sagesse. C'est donc sur cette note optimiste que je voulais ouvrir ce colloque, en vous souhaitant à tous des moments d'échange riches et fructueux, et en passant la parole à Paul Mathias, mon collègue inspecteur général de philosophie, que je remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui.